Vous vous souvenez, à la fin du Dakar, je vous ai dit qu'on avait d'autres projets en tête. Eh bien, celui-là, je l'ai depuis un moment dans un coin. Je suis inscrit à Pikes Peak avec cette Renault RS01, une voiture française incroyable. Ce projet a plein de sens, plein d'histoires, on vous expliquera tout. Mais avant, si vous ne connaissez pas l'histoire de cette voiture fantastique, on vous fait un récap. Imaginez un constructeur français rassemblant tout son savoir-faire pour produire la GT de course la plus performante de son histoire. C'est ce qu'ont fait les hommes et les femmes de Renault Sport pour créer un ovni du sport automobile, la Renault RS01. En 2014, Renault doit trouver une remplaçante à la Mégane Trophy qui est en fin de parcours après 9 ans de service et décide de créer une machine radicale, une vraie voiture de course, sans compromis, destinée à un championnat monotype spectaculaire, le RS Trophy. Ce sera la nouvelle catégorie GT au sein des Super Meeting World Series by Renault, rassemblant chaque week-end plus de 100 000 spectateurs. Et c'est ainsi qu'est née la Renault RS01. Sous son design agressif, en partie inspiré du concept Renault Désir, on trouve une véritable voiture de course. Un châssis monocoque carbone, développé avec Dallara, une aérodynamique travaillée pour générer un appui incroyable et une architecture pensée uniquement pour la performance. Tout ça présenté par Alain Prost à son lancement. Pour le moteur, Renault est allé chercher ce qu'il se faisait de mieux au sein de son groupe, le V6 biturbo 3,8 litres de la Nissan GT-R. Préparé par Nismo et capable de dépasser 500 chevaux. Sur la piste, la RS01 impressionne. Avec des chronos similaires au DTM, le championnat RS Trophy est censé être un tremplin vers l'endurance ou le Super GT. Mais fin 2015, tout s'écroule. Les World Series by Renault s'arrêtent, le championnat également, et les 35 châssis produits se retrouvent sur la paille. La RS01 est très, voire trop performante pour la plupart des championnats. Et malgré une homologation GT3, elle ne trouvera jamais vraiment sa place, sauf dans quelques courses d'endurance de second ordre, laissant derrière elle une carrière courte, voire presque confidentielle. Finalement, les gens se souviennent plus de cette voiture pour des opérations de communication, comme le baptême de piste de Max Verstappen à son père Jos, ou encore du clip Interceptor avec Jean Ragnotti qui joue le gendarme rapide pour l'occasion. Sympa, mais bien loin de la carrière qu'elle aurait pu avoir. Et c'est pour toute cette histoire que je l'ai choisi. Par sa conception, son aérodynamique, ses performances, mais surtout par son parcours. La RS01 semble presque naturellement taillée pour un défi comme Pikes Peak. Bref, la Renault RS01, ce n'est pas juste une voiture de course oubliée. C'est le symbole d'une époque où Renault osait construire des machines extrêmes grâce à ses meilleurs ingénieurs, designers, pour le spectacle, pour la passion et pour écrire à sa manière les pages du sport automobile français. Nous, on est là pour tenter de poursuivre l'aventure de cette voiture incroyable et surtout d'emmener la première Renault de l'histoire au sommet de Pikes Peak. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur cette voiture. Vous l'avez vu, c'est une voiture absolument magnifique qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir, mais on va essayer avec ce projet-là de la sublimer, enfin en tout cas avec nos moyens et avec ce qu'on pourra faire avec. Avant de vous commencer le tour extérieur comme d'habitude de la voiture, je voudrais juste dire un petit mot qui est destiné aux gens qui bossent chez Alpine Racing et avant Renault Sport, à Viry-Châtillon, avant aux Ulysses, qui sont les gens qui ont dessiné cette voiture, et j'en connais quelques-uns. Je voulais juste vous dire mon soutien, parce que c'est important. Et quelque part, je suis hyper content qu'on fasse ce projet avec cette voiture, parce qu'elle est, à mon sens, le symbole de tout ce qui a été développé ces dernières années dans ces bureaux, dans ces usines. Elle est la fierté de beaucoup de monde là-bas. Et voilà, je voulais juste leur dire un petit mot. Donc, à tout le monde, tous les gens qui bossent là-bas, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens et que vous allez recommencer à faire des voitures incroyables. Donc cette Renault RS01, avant tout, pour moi, c'est une gueule cette voiture, parce que certes, elle a un logo Renault. Alors quand elle est sortie, je ne vais pas dire que les gens rigolaient, mais en fait, la différence entre l'agressivité du design de la voiture versus le fait qu'il y ait un logo Renault, qui n'est pas une habitude, Renault n'a pas l'habitude de faire ce genre de voiture, en tout cas en voiture fermée GT, j'entends. C'est vrai que ça faisait parler au début, mais vous allez voir, c'est une orfèvrerie. Mais je pense que c'est l'une des voitures fermées françaises les plus rapides qui n'ait jamais existé, si on enlève tout ce qui est monoplace et prototype, évidemment. Mais voilà, en voiture fermée, je pense que c'est une des plus perfos qui existait dans le sport auto. Donc comme je vous l'ai dit, avant tout une gueule, cette face avant qui est énorme, qui reprend quand même les formes des voitures Renault, on reconnaît bien quand même les feux, les signatures, etc. Même l'avant, qui sont encore sur certains modèles qu'on a aujourd'hui. Seul le logo a changé, mais bon, on verra. Dites d'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on laisse ce logo-là? Est-ce qu'on en refait un? Je ne sais pas si on aura l'autorisation ou pas. Et si on regarde de près, il y a plein d'appendices aérodynamiques partout, et vous allez voir,
L'aérodynamique sur cette voiture, c'est un truc de fou. Il faut savoir qu'il y a 1,7 tonne de charge aérodynamique. C'est énorme. Pour vous donner une idée, à l'époque, c'était comparable à ce qu'on pouvait avoir sur une Formule Renault 3.5. Donc c'est-à-dire si on compare aujourd'hui à ce qu'on pourrait avoir sur une F2 ou à la limite une F3, mais franchement c'est digne d'une monoplace ou d'un prototype. Donc il y a des appendices aérodynamiques partout et surtout sous la voiture. Alors on ne pourra pas vous montrer ce qu'il y a en dessous. Donc on a tous les éléments qui reprennent les voitures de course de cette époque-là et qui est encore tout à fait contemporain. Dites en commentaire, mais je trouve qu'elle n'a pas si mal vieilli que ça, honnêtement. C'est une voiture qui a 10 ans et je trouve qu'elle est encore très actuelle, très belle, avec des formes hyper travaillées partout. Donc ce qu'on peut voir déjà, ce qui choque tout de suite par rapport à une GT classique, c'est ici ces entrées d'air qui sont, comme je vous l'ai dit, donc comme un proto en fait. On peut voir ici en dessous carrément, on voit le sol ici, et ensuite on a ce flux d'air qui en est directement vers les échangeurs qui sont derrière, échangeurs, radiateurs, etc. Bon, au niveau des pneus, ici chaussés en Michelin, c'est sûrement ce qu'on aura là-bas. Je vous en parlerai un peu plus, mais Michelin devrait être partenaire du projet. On est en 18, donc là avec des pneus de circuit, parce que là, comme vous le voyez, on roule en configuration circuit, c'est pour vous la présenter, mais ensuite on partira en configuration course de côte. Donc là, on est avec du S8M, et après on va descendre beaucoup plus bas en termes d'indice pour Michelin, on vous expliquera, un peu comme ce qu'on avait sur la course de côte, donc avec des pneus beaucoup plus tendres. Au niveau des freins, on est sur des énormes étriers et disques, sur du PFC, voilà. Faut savoir qu'à l'époque, quand c'était en mode trophy, c'était des freins carbone. Là, on est sur du mode acier, donc c'est mieux pour nous, même en termes de coût, de maîtrise, etc. C'est un tout petit peu moins perfo, mais surtout, c'est sa configuration GT3, parce que c'est donc une voiture qui a existé en config GT3, et là, c'est ce qu'elle a. Donc ensuite, si on vient vers l'arrière, c'est une voiture, pareil, qui est très massive, un gros diffuseur, c'est 2 sorties d'échappement, un aileron. Alors, petite anecdote, Pierre Santinena, que je connais bien, qui était le coach du GP Explorer, coach de Isaac Adjar, a bossé sur cette voiture, notamment sur l'aérodynamique. Et il m'avait expliqué, je me souviens à l'époque de cette anecdote, que par exemple sur cet appendice-là qu'on appelle un gurney, on a quasiment autant de charge que sur l'aileron qu'il y a ici. C'est pour vous dire, il y a un travail aéro qui est absolument démentiel sur cette voiture et on voit que c'est travaillé de partout. Voilà. Bon allez, je vous l'ai dit, comme d'habitude, on va la désosser cette voiture. Hop. Donc normalement, si je tire dessus, délicatement, hop, voilà, ça vient. Donc ça, c'est en carbone, ne surtout pas casser. Donc quand on ouvre ce capot, on comprend tout de suite la voiture que c'est-à-dire une vraie voiture de course, presque un prototype en fait, avec donc du coup des amortisseurs qui sont en position horizontale, presque comme une monoplace ou justement un prototype, avec évidemment double triangulation avant, arrière, devant 2 radiateurs, avec les petits logos de Dallara, parce que comme on l'a dit, le châssis a été fait conjointement avec Renault Sport et Dallara. On voit plein de conduits aéros, pas mal d'écopes, etc. Assez impressionnant de voir ça. Puis forcément, vu que vous avez vu l'avant, vous allez vouloir voir l'arrière. Donc je vais vous montrer le moteur. Parce que le moteur, c'est une pièce maîtresse. Et à la fin de cette description, je vais vous expliquer pourquoi on ne fait pas explique avec cette voiture et pourquoi ça nous semble être un bon choix. Il va falloir que tu mettes, je crois. On va le poser là, comme ça. Comme ça. Elle est ouf cette caisse quand même. Bon, maintenant qu'on a enlevé cet énorme capot, ça laisse place à pas mal de choses. Bon, déjà, ça montre que la voiture est assez volumineuse, malgré son poids. Elle fait qu'1 tonne 100, donc c'est plutôt léger, je trouve, par rapport à son gabarit. Et donc, ça laisse place, du coup, à la pièce maîtresse de la voiture, ce moteur. Alors, Renault, à l'époque, n'avait pas de moteur aussi puissant que ça pour faire marcher ses voitures, donc ils ont dû faire appel à leur alliance. Et à l'époque, Renault-Nissan. Et donc, du coup, dedans, on a un moteur Nissan 3,8 litres V6 biturbo. Pour ceux qui connaissent, c'est celui de la Nissan GT-R et qui développe ici 550 chevaux dans sa version d'origine, on va dire, de la voiture de course. Avec pas mal d'éléments. Ici, on a donc l'admission avec des grosses boîtes à air, avec des filtres K&N dedans. Donc, plutôt content de pouvoir mixer les partenaires avec cette voiture et ce projet. Et donc ce V6 Nismo ici, qui vient tout droit du Japon, qui est une base, pour ceux qui connaissent un peu cette voiture et les prépas qu'on peut faire dessus, qui est une base assez fantastique. Il faut savoir que sur les Nissan GT-R, il y a certaines prépas qui peuvent aller jusqu'à 1000 chevaux. Oh, 2000. 2000 ? Ah ouais, bon.
bon, je connais pas assez, alors je les ai pas vues celles-là. Mais bon, je pense qu'il y a un peu de prépa quand même derrière. Mais disons que c'est un bloc ultra fiable, éprouvé, assez fantastique, et qui est donc couplé à une boîte assez volumineuse aussi, une boîte de vitesse SADEV 7 rapports, avec un embrayage centrifuge. Donc je vous montrerai après, mais il n'y a pas de pédale d'embrayage, on démarre comme une voiture automatique, mais il y a les palettes après, donc ça on verra. Donc on a aussi forcément à l'arrière tout ce qui est suspension, amortisseur, avec pareil une position horizontale, comme les protos en fait. Moi par exemple la Nova que j'ai roulée toute l'année dernière en championnat avait exactement le même système un peu de suspension et d'architecture. Et donc pareil, double triangle évidemment aussi. Une voiture vraiment de grande performance, et c'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit en intro, c'est que pour moi c'est vraiment l'une des voitures les plus perfos qu'ait jamais construit Renault. Et même si on parle d'un constructeur français, au-delà des prototypes du Mans ou de la Formule 1 ou des monoplaces, si on parle de voitures fermées, pour moi, c'est vraiment une des voitures les plus abouties. Et c'est un projet qui a été développé avec beaucoup de passion par les gens qui étaient à Viry-Châtillon, mais surtout avant aux Ulysses, pour ceux qui ont connu. Et vraiment, je pense que les ingénieurs ont mis tout leur cœur dans cette voiture avec tous les ingrédients possibles qu'ils ont pu avoir. Dallara, Nismo, Renault évidemment qui a conçu tout ça. À savoir que pour Pikes Peak, on va quand même devoir évoluer certaines choses parce que la voiture n'est pas conçue pour aller à 4000 mètres en gros. Et donc du coup, il y a plusieurs challenges. Mais ça, je vous l'explique après. Bon allez, maintenant qu'on a terminé avec ce tour extérieur, je te propose qu'on remette toutes les carrosseries et ensuite je vous présente l'intérieur. Vous allez voir, le cockpit est super canon. Bon, on a de la chance, le soleil est revenu au moment de vous présenter l'intérieur de la voiture. Bon, j'espère que ça va tenir le temps. Petite anecdote, on a mis le numéro 6 parce que je serai la voiture numéro 6 à Pikes Peak. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, c'est, regardez, on va faire les petits liens avec Renault, parce que Renault, sur la conception de cette voiture, a réutilisé des petits détails de voitures de série qu'ils ont. Et donc celle-là, par exemple, ça c'est l'ouverture des Twingo, par exemple. C'est assez drôle. Et puis alors là, je vais me glisser à l'intérieur et je vais vous montrer d'autres trucs encore plus drôles. Hop! Donc là, je me glisse. Je ne sais pas si tu arrives à voir en haut la poignée de la porte, donc à l'intérieur. C'est une poignée de Mégane et de Scénic. C'est un peu à l'ancienne, j'avoue, mais c'est plutôt sympa. Voilà, c'est tout ce qui nous rappelle que voilà, ça vient d'un constructeur de voitures de grande distribution, on va dire, et c'est assez drôle de voir ça. Donc déjà, à l'intérieur de cette voiture, ça ressemble pas mal à un prototype, faut le dire, avec cette coque carbone apparente. On peut aussi voir le châssis numéro 5. Donc 5 sur 35 voitures produites, c'est ce qu'on a vu. Donc c'est vraiment des voitures assez rares quand même. Et donc on a cet intérieur avec ce volant très typé pareil, monoplace prototype. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Vous pouvez voir, c'est un volant vraiment similaire à ce qu'on pouvait avoir en F2 par exemple à cette époque-là. XAP en plus, donc c'est vraiment typique monoplace prototype. Donc on a mis Master On, donc c'est-à-dire on allume tout le système de la voiture, système Cosworth. Donc ça vous rappelle sûrement soit de la F1, soit certaines préparations sur des Ford notamment. Et ensuite, on a pas mal de petits boutons qui franchement sont encore assez modernes, avec donc l'ignition qu'on connaît, les lumières, le chauffage, etc. Et ensuite, tout se passe au niveau du poste de pilotage. Donc, autre anecdote avant de vous parler du volant, par exemple ces aérations-là, pour ceux qui connaissent et qui les reconnaissent, c'est sur pas mal de voitures de série et notamment sur les Kangoo. Pareil, le logo devant, on se posait la question, c'est un logo de Clio 4. Donc ensuite, ce volant, on l'a dit, typé monoplace avec, on va dire, 3 molettes principales qui sont réglables avec donc la gestion de l'ABS, donc sur le freinage. Ici, le réglage du contrôle de traction, donc ce qui va permettre de couper l'accélération un petit peu et de faire des micro-coupures si jamais on a une perte d'adhérence, ce qui peut vraiment être le cas parce que là on a des rayons de soleil mais il y a la pluie qui revient, donc ça peut vraiment être le cas tout à l'heure quand on va rouler. Et throttle, en fait c'est la réponse pédale, donc c'est à quel point la pédale quand on va appuyer dessus va envoyer tout de suite l'information, donc ça peut notamment aider en temps de pluie, etc., pour que tout soit un peu plus on va dire soft en termes de gestion et d'accélération. Voilà. Ensuite, les boutons qu'on retrouve un peu d'habitude avec radio, les feux, les essuie-glaces. Chose importante, il n'y a pas de pédale d'embrayage parce que, comme on l'a dit, c'est un embrayage centrifuge, donc un peu comme une
on va dire, une boîte automatique ou même un scooter même, pour ceux qui auraient la référence. On met la première et ça part quasiment tout seul avec juste de l'accélération. Donc voilà en gros, et puis après on a un dash au final assez sobre mais que j'aime beaucoup avec plein de petites infos, notamment la vitesse engagée, les rapports, etc., toutes les températures, tout est assez bien fait. Voilà l'intérieur, c'est assez sobre quand même, mais j'aime beaucoup, c'est très racé, très assez incroyable. Et puis cet arceau-cage qui est hyper important parce qu'à Pikes-Peak, il demande vraiment ce type d'arceau. Donc ça faisait partie de ce pourquoi on a choisi cette voiture. Bon allez, hop, on sort. C'est quand même une petite cabriole. On ferme cette porte qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ces portes qui sont quand même très spécifiques et qui sont des portes, je pense qu'on peut les appeler papillons celles-là. Hein. C'est pas en élytre, hein. Élytre c'est quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a beaucoup qui font la blague. Donc celles-là, ce sont bien des portes papillons, comme la 300 SL hein, d'ailleurs. Et donc voilà, on va la fermer. On va espérer que le temps tienne, que la piste soit pas trop mouillée. On va mettre le casque et puis on essaye cette voiture. Là écoute, petite tâche pas si évidente que ça, mais bon on a l'habitude. Donc là on va essayer la voiture. Grand moment parce que je suis super content d'essayer une RS01 depuis le temps que j'en entends parler. C'est la première fois que je fais les tours de roue avec, encore une fois rien à voir avec Pikes-Peak. C'est l'histoire de vous montrer la voiture et aussi de prendre mes marques. Mais petite surprise, donc vous l'avez vu tout à l'heure, il pleuvait. Là ça sèche mais je pars en slick avec une piste un peu tendancieuse mouillée. Donc voilà, mais bon, on va essayer de se faire plaisir et puis de vous faire des belles images. Bon allez voilà, on est à bord de la RS01. Franchement ça me fait super plaisir, même si voilà la piste n'a pas l'air facile. On va quand même essayer de vous faire des belles images et de me dire que je vais rouler dans cette caisse à Pikes-Peak. Et là de la découvrir ici au Ricard, qui est un circuit que j'aime beaucoup, c'est quand même trop bien. Alors, si j'ai bien écouté, ici start. Allez, le V6 biturbo qui démarre. Et ensuite, je mets la première. Donc pas d'embrayage. Allez, c'est parti. Donc, pas d'embrayage. J'ai direct le pied gauche sur le frein. On freine pied gauche. Et c'est parti. Allez, on fait gaffe. On fait gaffe parce que je sais pas si vous le voyez, mais c'est vachement. Enfin, c'est pas vachement humide. C'est quand même globalement sec. Hein. Clairement, s'il y avait des qualifications, ce serait sur du slick. Mais oui, là je teste un peu. Ouais, il n'y a pas beaucoup de grip. Là j'ai mis un ABS assez élevé et un contrôle de traction plutôt élevé aussi pour pas prendre de risques. Allez, il y a du monde en piste. Ah ouais, putain, ça, il n'y a pas beaucoup de grip, hein. Pas facile. Je sais pas si vous entendez tac 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 quand on ressort. C'est le traction control qui se met en route. Ici c'est assez tricky. Ça a l'air de rien, mais le virage qu'on vient de passer, dès que c'est un peu mouillé comme ça, normalement c'est à fond tranquille là. Bah, le premier truc qu'on peut dire, c'est que si je compare rien qu'avec la MP02 qui est un vrai proto de fou que j'ai roulé en championnat, on n'est pas très loin. Hein. Honnêtement, on n'est pas très loin. Rien que sur les premiers tours comme ça de roue. Alors c'est en track day, hein, donc il y a des voitures de série un peu partout. C'est normal. On n'est pas là non plus pour leur faire peur. Hop, merci. On reste gentleman sur ce genre de journée. On est sur du track day. Allez, on se lance pour un premier tour. Je suis peut-être allé un peu fort avec la 2, mais au moins ça permet de repartir. On va voir le filet de gaz.
facile à prendre en main, mais c'est quand même très perfo. Enfin, vous voyez les voitures sur lesquelles on remonte, c'est quand même pas de la petite bagnole. Peut-être un peu abusé là sur la distance de frein. Non, ça passe. Ça passe. Sur le fil, signe. On va chercher loin. Le problème c'est que là, le bleu, normalement on y va. Mais il est mouillé. C'est vous dire, hein, devant on a quand même une GT3 RS qui est une des voitures peut-être les plus efficaces sur circuit. Face à ce genre de voiture, elle n'existe pas. Allez, cette vitesse là. Putain, ça tire tout droit là. Mais on sent vraiment l'aéro. Hein. Le frein, pareil, le frein avec l'ABS, c'est quand même méga perfo. Le problème, c'est que là, c'est pas évident. Et ça, je le conçois, pour certains d'arriver sur cette piste qui est pas easy. Je vais essayer de vous faire un tour un peu. Hop là. Allez hop. Allez, on se lance pour un premier tour qu'on va essayer de faire correctement. Septième. Ouah, c'était chaud. J'ai un peu abusé là. Désolé. Ça s'arrête pas aussi bien que sur le full sec quand même. On va garder la 6. Avec une Tesla lui. Une Tesla sur le circuit, non mais n'importe quoi.
on arrive sur un gros groupe. Je vais laisser les gens rouler entre eux, je vais refroidir. Mais en tout cas, il y a un truc, c'est que la voiture est quand même vraiment facile à rouler, malgré des conditions pas évidentes. Et ça, c'est vraiment de bon augure, parce que Pikes Peak, tout le monde m'a dit que les... Voilà, rien à voir avec le Paul Ricard, hein, mais tout le monde m'a dit que la piste était vraiment... C'est une route, hein, de toute façon, hein, pas évidente. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant, parce que là, en plus, la voiture est réglée en setup pluie avec des slicks, donc ça peut ressembler à ce qu'on aura là-bas. Et la voiture est très facile, très prévenante, malgré là, vous voyez là, toutes les plaques de noir, ça c'est mouillé, enfin c'est mouillé, c'est humide on va dire. Et franchement la voiture elle se comporte hyper bien, j'ai pas fait de folie parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire, mais franchement c'est vraiment de bon augure. Et je trouve ça vraiment, déjà c'est une voiture géniale, hein. La sensation dans la voiture c'est juste incroyable, enfin, de se dire qu'en plus c'est une Renault avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Franchement, enfin, c'est une voiture qui n'a pas vieilli, quoi. Donc, ça, pour le coup, c'est assez génial, quoi. Hop. Allez, on va la rendre. En tout cas, c'était bien cool. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé. Je vous fais le débrief dehors en tirant cette belle poignée de Mégane. Alors ? Bah écoute, conditions un peu, bon, je veux pas dire compliquées. En vrai, on va pas en rajouter. Mais comme tu le vois, il y a du mouillé, du moins mouillé, et il y a beaucoup de monde en piste, donc l'idée c'était clairement pas d'aller chercher de la perf, mais je pense que c'est pas ça que vous attendiez, et surtout c'est d'essayer cette voiture, premièrement incroyable, et deux qu'on va avoir à la Pikes Peak. Comme je disais dans la voiture quand je suis rentré, ce qui est cool c'est que là on l'a en mode plutôt soft, donc plutôt souple la voiture on va dire, avec des pneus slick, donc ça ressemble un peu à ce qu'on aura là-bas, même si la piste du Paul Ricard n'a rien à voir clairement avec la piste de Pikes Peak. Mais surtout, je peux voir que c'est une voiture, quand elle est réglée comme ça, qui est très facile, qui est très prévenante, et du coup, on prend pas de risque, quoi. Donc ça, franchement, c'est très chouette. Et puis la voiture, c'est un bonheur. Enfin, je veux dire, l'aéro, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de rouler dans le proto NP02 que j'ai roulé la saison dernière, quoi. En plus, t'as les watts, t'as le turbo qui souffle. Truc de fou. Et franchement, la voiture, elle est incroyable. Et je trouve qu'elle a pas pris une ride. Tu me dirais que c'est une voiture qui vient de sortir, je te le dirais, franchement, incroyable. Donc ça, franchement, c'est chouette. La gestion électronique avec l'ABS, le traction control, tu vois que c'est un peu daté, mais franchement, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment chouette. Bon, allez, j'enlève le casque et puis on va aller voir Steph pour parler de ce projet Pikes Peak. Quand même, j'ai dit que je vous expliquerai, donc on va aller en parler. Bon, Steph, on l'a fait rouler cette RS01. Ça y est, c'est fait. Ça y est. On va au-devant d'un grand projet ensemble. Pour ceux qui t'ont vu avant sur la chaîne, on a fait la course de côte ensemble. À Saint-Guenot, en Formule Renault. C'est toi qui m'as fait découvrir ce monde-là que je ne connaissais absolument pas et qui m'avait dit à l'époque Banco on y va, avec la FFSA évidemment. Ouais. Et c'était un milieu assez incroyable que j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. Et à ce moment-là, on a parlé de tout ce qui existe en course de côte, voilà, dans le monde entier, on va dire. Et on a parlé d'un rêve un peu commun qu'on avait sans le savoir. Exactement. Qui est... Pikes Peak. Voilà, Pikes Peak, comme vous le savez. Donc on va faire Pikes Peak avec cette voiture. Bon alors déjà, il y a plusieurs choses à expliquer. Avant même de parler de la voiture, pour toi, qui a une équipe de course de côte, mais aussi d'endurance, en Ultimate Cup Series, notamment avec cette voiture, qu'est-ce que ça représente pour toi, Pikes Peak ? Bah écoute, pour moi, c'est le Graal absolu. J'ai commencé en course de côte, tout a commencé en course de côte. Ouais. J'ai roulé en course de côte. Donc ça fait 20 ans que je dors, je pense, je respire course de côte. Ouais, c'est ça. Donc quand on parle de Pikes Peak, forcément, Harry Vatanen, Sébastien Loeb, enfin voilà, ça évoque... Clairement, tout le monde connaît ces légendes-là, tout le monde connaît ces images. Il faut imaginer que quand on est de la course de côte, Pikes Peak, c'est un peu comme les 24 heures du Mans pour ceux qui font de l'endurance, quoi. C'est le truc ultime, quoi. Ouais, carrément, c'est le Graal. Et donc justement, on a un challenge, et c'est aussi pour ça qu'on a parlé de cette voiture, parce que vouloir faire Pikes Peak, c'est cool, mais on peut pas le faire avec n'importe quelle voiture, et surtout quand on veut le faire comme nous, avec, on va dire, des budgets maîtrisés. On n'a pas des budgets d'usine, comme pouvaient l'avoir Sébastien Loeb, Romain Dumas et les gens comme ça. Donc nous, on va le faire, on va dire, avec nos moyens. Il fallait une voiture qui permette tout de suite d'avoir des perfos, tout à fait. Qui ait une gueule aussi, où il y a une vraie histoire derrière. Et toi, tu m'as dit, attends, moi je suis en train de me spécialiser
Dans la RS. Dans la RS01, qui est une voiture incroyable. Et est-ce que tu peux un peu nous en parler? Toi, tu en as 3, je crois. Ouais, 3. C'est pas mal sur 35 construites. C'est pas mal, ça fait un on petit... est plutôt fiers, on en fait notre fer de lance dans la structure. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu les fais rouler donc en course de côte et en endurance. Oui, tout à fait. Endurance et sprint aussi en Coupe de France. En Coupe de France, ouais. C'est ça ce que tu m'avais dit. Donc gros savoir-faire sur la RS01. Et donc on a un challenge, je vous en ai un peu parlé, il va falloir qu'on l'évolue un petit peu cette voiture, parce que telle qu'elle est faite là, elle a été construite donc, pour le trophée que vous avez vu en début de vidéo. Mais ce trophée-là, Renault RS01, il avait été fait pour être à peu près au niveau de la mer. Voilà, il n'y a pas trop d'altitude. Pas trop d'altitude. Donc les cartos, les turbos, tout ça était fait pour être très perfo. On va dire, allez, entre 0 et 800 mètres, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Globalement. Nous, on a course de côte de Chamroux, c'est à 2000 environ. Ouais. Ça commence à se compliquer. Ça commence à être chaud. Mais pour vous donner des stats, la course de Pikes Peak commence à 2700 mètres. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont à la montagne, mais 2700 mètres en général, c'est le très haut. Commence à manquer un peu d'air. Voilà, c'est le très haut des stations de ski, par exemple, ou le très haut des montagnes, on va dire, d'une manière générale en France. Là, on commence à 2700 mètres et on finit à 4300 mètres. C'est-à-dire un peu moins que le Mont Blanc. Je sais pas si, c'est un truc de fou quand on en parle comme ça. Et il y a un gros challenge, notamment sur l'air et l'oxygène en haut, quoi. C'est ça, donc le rendement moteur, quoi. Comme elle est là à l'heure actuelle, c'est pas possible, donc on va modifier tout ça. Voilà. Il y a un vrai challenge aussi. Il y a un challenge, surtout à notre niveau en fait. Voilà, encore une fois, on n'est pas une usine. C'est ça. Et le but, ça va être avec des gens qui connaissent, comme par exemple BJ Turbo, qui est spécialiste en turbo, qui nous a déjà livré des magnifiques turbos Garrett, plus gros, plus consistants, etc. Et qui vont permettre, on vous montrera, d'évoluer cette voiture qui a des turbos dimensionnés pour la piste et pas pour une course comme Pikes Peak. Donc il y a un vrai challenge dans les jours à venir. On a un petit sablier au-dessus de la tête. Ouais, carrément, ouais. Ouais, parce que la voiture, donc il faut qu'elle soit prête pour en gros dans 1 mois et demi. Ouais, voilà, avec le fret et tout ça, donc on n'a pas le choix. Ouais, donc on y va. Donc à partir de maintenant, donc là la voiture on l'a essayée, on la range dès ce soir et à partir de là, on va essayer d'intégrer du coup ces nouveaux turbos, des collecteurs et plein de petites choses qui vont autour. Il y a un vrai challenge technique et ça va être dans le prochain épisode. Et là on va rentrer dans vraiment le vif du sujet pour aller chercher plus de perfs et surtout plus de perfs à haute altitude. Voilà. Ouais, là on va être dans le dur jusqu'à ce que ça prenne le bateau. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. On a essayé de vous en montrer pas mal, surtout au niveau de la voiture, vous montrer l'essai, etc. au Paul Ricard, c'était quand même assez incroyable, même si les conditions n'étaient pas évidentes. On a à peu près tout eu, pluie, séchant, quelques tours sur sec. Et puis on va vous donner rendez-vous pour dans quelques jours, quelques semaines pour le prochain épisode où là on va rentrer dans le dur avec l'évolution des turbos, passage au banc, etc., etc. Donc pour suivre ce projet, je vous le demande vraiment, abonnez-vous, c'est hyper important pour tous les partenaires qui nous suivent, qui veulent voir ce projet grandir. Donc abonnez-vous, c'est facile, ça coûte rien et c'est cool. Et voilà, et nous on vous donne rendez-vous très vite donc pour le prochain épisode.